alienate the United States government by taking a public side against them. Computer experts pulling information off the computers. Dans un monde où la confidentialité des données est devenue une préoccupation majeure, une figure a émergé comme un symbole de la lutte pour la transparence et la liberté individuelle, Edward Snowden. Si vous avez déjà regardé les films Snowden ou Citizenfour, vous connaissez alors un peu le personnage. Notre société moderne est tissée de câbles et de signaux, mais ce qui se cache derrière les écrans et les serveurs est souvent méconnu du grand public. Edward Snowden est un ancien consultant de la NSA qui a bravé les risques pour dévoiler au monde des secrets des plus sombres du gouvernement américain, devenant au passage le lanceur d'alerte le plus célèbre de notre époque. Dans cette vidéo à but et purement informatif, et dont les sources sont d'ailleurs en description, nous allons revenir sur l'histoire de Snowden, ses révélations et surtout les répercussions qu'elles ont eues. Edward Snowden, né le 21 juin 1983 à Elizabeth City, en Caroline du Nord, aux États-Unis, Edward Joseph Snowden a grandi dans une famille moyenne. Son père, Lonnie Snowden, était un ancien membre de la garde côtière américaine et sa mère, Elizabeth Snowden, travaillait pour le gouvernement fédéral. Son parcours scolaire ne tarda pas à révéler son intelligence précoce et son intérêt pour l'informatique et la technologie. Le 7 mai 2004, à l'âge de 21 ans, Edward Snowden rejoint l'armée avec l'intention de servir pendant la guerre d'Irak, motivé par un désir d'aider les peuples opprimés. Cependant, un accident pendant un entraînement blesse gravement ses deux jambes, mettant fin à ses aspirations militaires. Il est ensuite recruté par la NSA en tant qu'agent de sécurité à l'université du Maryland, mais rejoint plutôt la CIA pour travailler dans la sécurité informatique. De mars 2007 à février 2009, Snowden est envoyé à Genève par la CIA où il décrit son expérience comme formatrice. Il relatera des incidents controversés impliquant la CIA, notamment la mise en état d'ébriété d'un banquier suisse dans le but de le recruter. Ces révélations ont suscité des doutes et des débats avec le président suisse Ueli Maurer remettant en question la version de Snowden. Snowden a justifié ces révélations en déclarant son refus de vivre dans une société tolérant de telles pratiques. En 2009, Edward Snowden quitte la CIA pour rejoindre Dell, qui était une entreprise américaine spécialisée dans la gestion des systèmes d'information gouvernementaux. Après un an à la NSA, il devient consultant. Dell le place sur un site de la NSA à la base militaire de Yokota, près de Tokyo, au Japon. Par la suite, il travaille pour Booz Allen Hamilton en tant qu'administrateur système pour la NSA à Hawaï. Snowden décrit une vie confortable avec un salaire annuel d'environ $200 000 avant son emploi chez Booz Allen Hamilton. Dans une interview avec le South China Morning Post, en juin 2013, Snowden affirmera avoir accepté le poste chez Booz Allen Hamilton dans le but de rassembler des preuves des activités de la NSA, lui donnant ainsi accès à des informations sur les dispositifs surveillés dans le monde entier. En effet, Snowden a gravi les échelons au sein de la NSA, devenant un analyste du renseignement respecté. Cependant, ce fut pendant cette période qu'il commença à remettre en question les pratiques de surveillance massive de l'agence. Il devient de plus en plus préoccupé par l'ampleur de la collecte de données personnelles des citoyens ordinaires, considérant cela comme une atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles. Ces préoccupations culminent en 2013, lorsque Snowden décide de divulguer des milliers de documents classifiés à des journalistes, révélant ainsi l'existence de programmes de surveillance de masse tels que PRISM. Snowden travaille à Hawaï depuis un mois lorsqu'il dérobe des informations ultra confidentielles à l'aide d'une clé USB. Il transporte ces informations dans 4 ordinateurs portables jusqu'à Hong Kong, où il se réfugie du 20 mai 2013 au 23 juin 2013, la date connue de son départ en direction de Moscou. Ces révélations, les informations divulguées par Snowden concernaient la collecte de données téléphoniques aux États-Unis et les programmes de surveillance sur Internet, y compris PRISM, Xkeyscore, Boundless Informant et Bullrun du gouvernement américain, et les programmes de surveillance Tempora, Muscular et Optic Nerve du gouvernement britannique. Et ce n'est pas tout. Il y avait également le programme Génie d'espionnage d'équipements informatiques à l'étranger, l'espionnage de câbles sous-marins de télécommunications intercontinentales et d'institutions internationales comme le Conseil européen à Bruxelles ou le siège des Nations Unies, ainsi que de nombreuses pratiques en cours au sein de l'agence pour parvenir à ses fins. Concrètement, les révélations d'Edward Snowden ont commencé avec un impressionnant volume de documents, environ 1,7 million, transmis par l'ancien agent de la CIA et consultant de la NSA à 2 journalistes, Glenn Greenwald et Laura Poitras. Ces documents ont été progressivement rendus publics à partir du 6 juin 2013 à travers plusieurs médias. Le 6 juin 2013, le journal britannique The Guardian a été le premier à analyser et publier une partie de ces révélations. Face à la quantité colossale de données, plus de 28 journalistes de la rédaction du Guardian
Guardian ont travaillé à temps plein sur ce dossier. Depuis lors, de nombreux autres médias, notamment The New York Times, The Washington Post, The Intercept, Der Spiegel, El País, Le Monde, L'Espresso, O Globo, South China Morning Post, ProPublica, Australian Broadcasting Corporation, Canadian Broadcasting Corporation, NRC Handelsblad, Sveriges Television, Wired, New Zealand Herald et Todo Noticias ont successivement révélé les détails opérationnels de la surveillance menée par la NSA et ses partenaires internationaux. Chronologie des révélations. Le 6 juin 2013, le journal britannique The Guardian commence à publier une série d'articles basés sur les documents fournis par Edward Snowden. Ces articles dévoilent le programme de surveillance PRISM, par lequel la NSA collectait des données auprès de grandes entreprises de technologie telles que Google, Facebook, Yahoo, Apple et Microsoft. Il dévoile aussi que l'entreprise de télécommunications américaine Verizon, ainsi que potentiellement d'autres fournisseurs, transmet chaque jour à la NSA, sur demande du FBI, l'intégralité des données téléphoniques qu'elle détient concernant les communications aux États-Unis, ainsi que celles entre les États-Unis et d'autres pays. Le lendemain 7 juin 2013, The Guardian toujours, expose notamment le contenu d'un document hautement classifié, une directive présidentielle signée par Barack Obama en octobre 2012. Ce document détaille l'approche des États-Unis en matière de cyberopérations offensives et a instruit les responsables de la sécurité nationale de dresser une liste de cibles potentielles pour mener des cyberattaques. Le 8 juin 2013, le Guardian publie un article sur le programme de surveillance Boundless Informant de la NSA qui permettait à l'agence de surveiller et d'analyser les données collectées à l'étranger. Pour vous donner une image, 97 milliards de données issues des réseaux téléphoniques et Internet ont ainsi été récoltées seulement en mars 2013. Concernant les programmes de surveillance proprement dits, c'est le 9 juin 2013 que Le Monde découvre l'existence du programme XKeyscore, un autre outil de surveillance utilisé par la NSA. Le programme de surveillance Tempora, mené par le gouvernement britannique en collaboration avec la NSA, sera lui dévoilé le lendemain 10 juin 2013. Et le programme de surveillance Optic Nerve, qui consistait en la collecte d'images de webcam par la NSA, touchant des millions d'utilisateurs à travers le monde, est dévoilé le 23 juin 2013. Entre-temps, Edward Snowden, dans un interview, a affirmé que les agences de renseignement américaines s'introduisaient dans les grands axes chinois de communication, tels que les routeurs Internet, qui donnent accès aux communications de centaines de milliers d'ordinateurs sans avoir besoin d'en pirater un seul. Le Royaume-Uni, d'ailleurs toujours connu pour son penchant pour la surveillance de masse, était aussi impliqué. Elle avait par exemple, comme le révèle The Guardian le 17 juin 2013, mené une large opération d'espionnage des communications des participants au G20 de Londres en avril et septembre 2009. Le 6 juillet 2013, le journal allemand Der Spiegel révèle l'existence du programme de surveillance de la NSA sur les ambassades étrangères à Washington DC, ainsi que l'espionnage des institutions de l'Union européenne. Le 31 juillet 2013, c'est au tour du journal brésilien O Globo de publier un article sur la surveillance de la NSA au Brésil. Il était une priorité pour la NSA au même titre que la Chine, la Russie, l'Iran et le Pakistan. Le 9 août 2013, le Washington Post publie un article sur le programme de surveillance Bull Run de la NSA qui visait à affaiblir les protocoles de cryptage utilisés par les services de communication en ligne. La campagne de révélation n'a évidemment pas été bien vue par les gouvernements mis en cause. Le 29 août 2013, The Guardian révèle que le gouvernement britannique avait menacé de prendre des mesures judiciaires contre le journal pour avoir publié des informations sur les programmes de surveillance de la NSA. Le journal français Le Monde publiera, le 16 octobre 2013, des détails sur la surveillance des Français et de leurs institutions. En résumé, presque toute la planète était sur écoute. Il y avait à ne pas avoir une connexion Internet pour ne pas être surveillé. Et aujourd'hui encore, il serait très naïf d'affirmer que tout ce que nous faisons sur Internet est dans le secret. Quelles sont les conséquences de ces révélations ? Les révélations d'Edward Snowden ont eu un impact profond et durable, à la fois sur sa propre vie et sur le monde dans son ensemble. D'un côté, il est devenu une figure controversée, célébré par certains comme un défenseur de la liberté et de la transparence, mais vilipendé par d'autres comme un traître et un fugitif. Sa décision de divulguer des informations classifiées l'a contraint à fuir son pays, abandonnant sa famille, ses amis et sa vie, telle qu'il la connaissait.
Snowden a dû faire face à une vie d'exil, vivant dans un état perpétuel de surveillance et de méfiance. Il se réfugie d'abord à Hong Kong, où il vit dans l'incertitude, mais parvient quand même à délivrer les documents. Il y passe 1 mois avant de rejoindre la Russie, la Chine ayant refusé de le livrer aux autorités américaines. Entre-temps, il fait plusieurs demandes d'asile auprès de pays européens comme sud-américains, mais finit par rester en Russie, où il sera naturalisé en 2022. Dans le monde entier, les révélations de Snowden ont déclenché un débat sans précédent sur la vie privée, la sécurité et les limites du pouvoir gouvernemental. Les gouvernements ont été contraints de répondre aux préoccupations du public concernant la surveillance de masse et les violations de la vie privée. Des réformes ont été mises en œuvre dans de nombreux pays pour renforcer la protection des données et accroître la transparence des programmes de surveillance. Les entreprises technologiques ont également été contraintes de revoir leurs pratiques en matière de collecte et de stockage de données, sous la pression des consommateurs soucieux de leur vie privée. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Snowden a-t-il fait ce qu'il fallait ou non? J'attends vos réponses dans les commentaires. Au passage, laissez un petit like et surtout, abonnez-vous.